découvrir les fleuves de votre région. Cette semaine, direction la Brelle pour une promenade de 78 km entre la Seine-Maritime, l'Oise et la Somme. Ce fleuve se jette dans la Manche mais prend sa source ici à Abancourt dans l'Oise, dans le bois de Saule. Un fleuve que connaît très bien un habitant de Vieux-Rouen-sur-Brelle, jusqu'où nous allons aller. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir son portrait. Regardez. À l'abri des regards, le moulin de Bouafle borde la Brelle depuis plus de 2 siècles. Il a traversé les époques grâce aux mains expertes de Jean-Claude, son dernier propriétaire. Là, je remplace une planche qui est cassée. Bon, il y en a plusieurs qui sont en mauvais état. Ce matin-là, réparation délicate. L'enjeu est de taille, faire tourner la roue à l'arrêt depuis 1 mois. C'est bon, ça tourne. Rien de surprenant, Jean-Claude est un expert. J'ai mis 1 an à tout refaire. J'ai refait les arcs de cercle, j'ai refait les rayons. Et j'ai acheté à l'époque toutes les machines pour pouvoir refaire les travaux, parce qu'il faut des grosses machines. On ne peut pas faire ça avec des petits outils à main, c'est pas possible. Car l'histoire de Jean-Claude, 73 ans, est intimement liée à cet ancien moulin à farine. Il y passe son enfance, témoin de l'histoire de ces machines emblématiques de la Brelle. C'était quelque chose que les gens aimaient, mettaient en valeur, réparaient, entretenaient. Ça faisait partie de la vie. Maintenant, c'est en train de mourir. C'est-à-dire, je dis c'est en train de mourir, non, c'est pas en train de mourir, c'est mort. C'est pour continuer à faire vivre le moulin de Bouafle, ou moulin cellier pour les connaisseurs, que Jean-Claude l'a acheté dans les années 80. Quand ses parents, alors locataires, quittent la bâtisse pour un pavillon neuf, il se fait une promesse, retrouver son moulin. Dans ma tête, j'ai toujours dit, il faut que je me renseigne, il faut que je vois où je peux faire quelque chose pour essayer de racheter ce moulin. C'est un peu le combat de votre vie Ouais, ça fait une grande partie. Ça a été une grande préoccupation, une partie des préoccupations principales que j'ai eues dans ma vie, hein, c'est sûr ça. Le moulin et votre travail. Ouais, moi, le travail, mon moulin et le travail. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts pour l'ancien cadre en verrerie. Pour autant, Jean-Claude n'est pas prêt de quitter son moulin le long de la Brelle. Ici, on se situe sur la commune de Lannoy-Cuillère. On est à 4,5 km à peu près des sources de la Brelle. Ce cours sinueux, l'a pas eu tout le temps, puisqu'il y a 300 ans, ce cours d'eau a été dérivé dans un canal pour amener de l'eau à un moulin. Le projet qui a été mis en œuvre, ça a été de redéplacer cette rivière dans son fond de vallée naturelle, qui correspond quelque part à ce qu'elle devait être avant que l'homme la détourne pour le moulin. Avant, on avait une végétation qui était extrêmement pauvre au bord du canal, alors que maintenant, quand elle est dans son fond de vallée plus naturel, on a une dizaine, 10 à 15 espèces de zones humides qui sont revenues ici, naturellement, sans qu'on ait à implanter des graines. C'est juste finalement le déplacement et la remise dans ces conditions naturelles d'écoulement qui ont permis ce retour de la végétation naturelle. Alors on est ici en présence d'une écrevisse à pied blanc, qui est plutôt rare dans nos cours d'eau puisqu'on a essentiellement des espèces invasives en France, notamment américaines. C'est une espèce qui a une croissance très très lente. Ça, c'est peut-être des individus qui ont déjà 4 ou 5 ans, qui demandent vraiment une eau de très bonne qualité. Et donc on est bien content d'avoir dans cette vallée de la Brelle. Il est 14 h, l'heure de la première traite pour Douchka. On récupère un demi-litre de lait à peu près. On récupère 1 litre de lait dans la journée. Donc on traite 2 fois en fait. Oui. L'ânesse est une des 8 laitières qui composent le troupeau. Mais toutes ne produisent pas de lait en même temps. Allez, venez! Une volonté de Julie, qui aime trop ses ânes pour vouloir les brusquer. Là, c'est la dernière née, il y a un peu plus d'1 mois, Mirabelle. Donc là, c'est la future laitière, elle va me donner du lait dans 1 mois. Je suis tombée amoureuse des ânes quand j'avais 10 ans. Et j'ai rencontré mon premier âne dans une ferme pédagogique et puis depuis, c'est l'amour fou. C'est au lycée agricole que la jeune femme originaire de l'Aisne a l'idée d'utiliser le lait d'ânesse pour en faire des savons.
Première étape, filtrer ce liquide aux multiples vertus. Alors le lait, c'est le lait le plus riche de tous les laits qui puissent exister. Donc on a des propriétés hydratantes, adoucissantes. C'est super bon pour les gens qui ont des problèmes de peau comme l'eczéma, le psoriasis. Pour les problèmes d'acné aussi, pour les peaux sèches. Pour ce savon sans cuisson, Julia ajoute à un mélange d'huile végétale et de soude 10% de lait. Une recette gardée secrète, élaborée depuis peu à Vieuron-sur-Brelle. Bah là, ouais, ça a bien grandi. Avant, on travaillait dans une toute petite savonnerie. C'était un préfabriqué. On était sur 15 mètres carrés. Et puis là, depuis cette année, ça fait 2 mois qu'on est là dans ces locaux-là. Donc, parce que oui, l'entreprise grandit et puis on fabrique de plus en plus de savon. Donc, Au total, 40 000 par an. Au chèvrefeuille, à la violette ou à l'abricot, mais aussi de nombreux autres produits. Un shampoing solide, toujours au lait d'ânesse et même en préparation. Notre voyage le long de la Brelle se poursuit et pour débuter cette édition, nous sommes à Sénarpont où je vous propose de découvrir un jardin extraordinaire. C'est l'histoire de 2 amoureux à la main verte. En 1965, Louisette et son mari, aujourd'hui décédé, achètent un champ pour y construire leur maison. Très vite, la passion pour le jardinage les dévore. Le royaume de Louisette, c'est son potager, que des légumes anciens, parfois oubliés. Je pense par exemple à l'épinard, le Chénopode Bon-Henri, un épinard sauvage dont on peut manger les feuilles comme de l'épinard et les fleurs peuvent se manger comme des asperges. Avec ces légumes-là, finalement, il n'y a pas de travail, ils se débrouillent tout seuls. Je pense à la campanule réponse. Les anciens, ils en faisaient de la salade. C'est comme une mâche. C'est une plante vraiment qui se cultive très facilement. Elle se ressème toute seule. À côté du potager, se dresse une impressionnante collection de 150 bonsaïs. On peut faire du bonsaï avec toute espèce d'arbre. Celui-ci, c'est un tilleul, un chêne, de l'aubépine. Et celui-ci, c'est l'arbre que je préfère dans le jardin. Donc je me suis dit, je vais en faire un bonsaï. Est-ce qu'il est beau? Je n'en sais rien, mais je l'aime bien. C'est quoi comme arbre? C'est un acacia twisty baby. À l'origine des jardins de Louisette et Yves, il y a la découverte de la culture japonaise. Une influence que l'on retrouve même dans la basse-cour. Exemple avec ses poules onagadori. Les plumes de la queue de la volaille ne tombent pas. Donc elles poussent. Les Japonais font des chignons avec et ils mettent ces volailles dans leur salon. Elles sont vénérées. Et bien sûr, il y a un espace japonisant, la rivière sèche. Elle prend sa source sur la montagne, le cours de la rivière, elle se jette dans la mer. Et ça, c'est mis en parallèle avec la vie humaine. La naissance, le cours de la vie, les gros cailloux, ce sont les soucis qu'on a tout au long de sa vie. Et puis, un espace calme, vous devinez lequel, on ira tout le monde. Les jardins de Ly se visitent tous les jours, sur rendez-vous. Donc nous sommes ici sur un site de lancement, de catapultage, un parmi les 564 qui sont positionnés en France, opérationnel dès le 13 juin 1944, et d'où les premiers V1 ont été tirés sur Londres. Olivier Roussel, initiateur et animateur de l'itinéraire de randonnée historique V1. Vous aviez 900 kg de TNT qui étaient situés vers l'avant. Le V1 n'explosait pas en percutant le sol, il explosait environ une dizaine de mètres avant impact, ce qui fait que ça pouvait amplifier l'effet de souffle et ça pouvait raser un quartier complet. Le personnel était disposé de chaque côté de la meurtrière, derrière un carreau blindé qui faisait une bonne dizaine d'épaisseur, et il pouvait ainsi contrôler le tir en toute sécurité. Donc on vient de quitter Guerville à une quinzaine de kilomètres. Nous voici arrivés devant le site V1 de Campneusil-Beaulieu. Et la particularité de ce V1 est justement son camouflage. Sa base toujours en bleu ciel afin qu'il reste inaperçu une fois en l'air. Sur son dessus, un camouflage fait au pistolet, donc vert. Voir une image, une photo d'époque et voir le résultat
Pour une catapulte de 50 mètres de long édifiée à 5 mètres de haut à son sommet, c'est incroyable. Et tous ces points représentent les 19 sites de l'itinéraire V1, visitables selon sa préférence. À Blangy-sur-Brel, un musée est installé directement au bord du fleuve. Depuis presque 30 ans, le musée du verre propose aux visiteurs de se plonger dans l'histoire des verreries, une industrie de pointe installée dans la vallée depuis le XVe siècle. Toutes les différentes sociétés de l'époque utilisaient les matériaux qu'on trouvait sur place. Donc il faut imaginer qu'on avait une extraction de sable qui se faisait directement dans le cours d'eau. Au niveau de la forêt, on avait donc le bois de chauffage pour alimenter les fours. On avait également donc, la présence de plateaux calcaires et grâce à cela, on allait produire également de la chaux. Donc tout était vraiment concentré le long de la vallée. Aujourd'hui encore, une soixantaine d'entreprises emploient presque 10 000 personnes dans le secteur. Dans cette salle, nous présentons essentiellement les productions des différentes verreries locales, que ce soit donc Pochet du Courval, les verreries Bros comme on a ici, les verreries Walter Sperger. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a à peu près 70% de la production mondiale qui est réalisée par ces différentes sociétés. Et on est leader mondial actuellement. Certaines réalisations demandent des mois de recherche et développement. Alors ce flacon, donc c'est La vie est belle, d'une célèbre marque française. Et ce flacon représente donc le sourire de Julia Roberts, qui est l'égérie de cette marque. Alors il faut savoir que ce flacon, avant d'être commercialisé, il y a eu à peu près 1 an de travail pour trouver donc le bon process, la bonne répartition au niveau de l'épaisseur. Chaque visite se termine par une démonstration d'Hervé, souffleur de verre depuis plus de 20 ans. Voilà, hop là. Donc la petite bille blanche. Et maintenant donc sur sa masse de verre incolore, je vais venir mettre les couleurs extérieures de la coupelle. C'est même plus qu'un métier, c'est une passion. Voilà. Après, ce qui me procure, ça me procure le plaisir aux gens parce que les gens ils découvrent. Ils ne connaissent pas du tout le verre et tout, c'est assez magique pour eux. Le musée est ouvert chaque après-midi, sauf le mardi. On continue de parcourir la vallée de la Brelle. Vous le savez, elle est connue pour le travail du verre. Je vous emmène donc à la rencontre d'un artisan verrier. Donc le fait de faire tourner la canne comme ça me permet de pouvoir l'allonger. C'est une chorégraphie qu'il connaît sur le bout des doigts. Luigi Dei Rossi la peaufine depuis plus de 40 ans. Donc je rends homogène le morceau de verre. Et là pour le soufflage, donc la création du vide d'air, j'utilise la technique du soufflage au pouce. C'est une technique qui consiste à souffler à l'intérieur de la canne tout en la rebouchant derrière. On comprime l'air, on retarde le soufflage, pour nous beaucoup plus facile à contrôler. Ce qui prend forme au bout de sa canne, des carafes commandées par un restaurant gastronomique parisien. Moi je travaille uniquement sur la technique de Venise, donc c'est une technique qui est réputée être la plus dure au monde. Et moi j'ai eu l'honneur d'avoir été intronisé maestro en août 2010. C'est son père, maître verrier vénitien, qui lui a transmis cet art. Désormais, lui aussi partage sa passion. Il organise des stages ou des démonstrations dans son atelier au musée du Verre 2 à destination des touristes. D'Alsace, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Angleterre. Donc, là, dernièrement, j'ai été obligé de faire une visite en anglais. J'avais profité du confinement pour prendre des cours d'anglais techniques. Luigi accueille chaque année plus de 4000 visiteurs dans son atelier. Cet été, il propose des démonstrations tous les week-ends dans sa cabine de Mers-les-Bains. Alban Duparc, attaché de conservation au musée Louis-Philippe à eux. Le fonds principal qui constitue cette collection, c'est un fonds qu'on appelle ici le fonds Minord Castle, c'est-à-dire ce sont 140 œuvres qui ont été achetées pour le musée et qui faisaient partie des anciennes collections du roi Louis-Philippe.
On s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avait beaucoup d'artistes femmes. Et c'est pour ça que cette exposition sur Louis-Philippe et les artistes femmes, c'est aussi un moyen de montrer une situation où le travail de rameublement du château ne pouvait pas se faire sans ces artistes. Les artistes femmes à l'époque travaillent plutôt dans le domaine de la miniature et également la peinture de fleurs. Mais certaines arrivent à travailler dans des styles de peinture qui, à l'époque, étaient considérés comme plus importants, comme la peinture d'histoire. Là, on a des artistes comme Eugénie Servière qui ont réussi à s'imposer. Alors, dans des peintures d'histoire qu'on peut considérer comme de la peinture un peu anecdotique. Donc, au lieu de représenter des grandes scènes historiques, on s'appuie sur l'histoire pour regarder l'histoire par le petit bout de la lorgnette. Pascal Leprêtre est guide nature depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, il fait découvrir ces étangs de la vallée de la Brelle à un groupe du service d'accompagnement à la vie sociale du Tréport. Vous connaissez la Brelle. Bon, la Brelle n'est pas loin, donc, et à peu près au même niveau, donc ça s'est rempli d'eau. C'est du jaune. On a un petit là-bas qui commence à sortir. C'est des anciennes gravières, donc ça a été creusé pour retirer les graviers. Et comme on est au même niveau que le fleuve, qui est juste à côté, ça s'est rempli d'eau. Et de temps en temps, ça a débordé, donc ça a ramené le poisson ici. Après, le poisson, on sait qu'il arrive aussi par le canard. Et donc, il y a du poisson et tout ça, donc il y a de la nourriture. Et toute la vie sauvage s'est installée. Aujourd'hui, on peut y observer poules d'eau, hérons cendrés ou encore des cygnes. Il mange le sucre des herbes. Son bec, c'est comme une râpe à l'intérieur. Tu sais, les râpes à bois. Hein, c'est pareil, ça râpe. Et lui, il râpe comme ça l'herbe. Une quinzaine d'espèces de libellules sont aussi recensées sur l'année. C'est le Sainte-Pétrone rouge sang. J'aime bien la nature, prendre un peu l'air, découvrir des choses. J'ai appris aussi qu'il y avait des cygnes, tout ça. J'en avais jamais vu en vrai, donc ça me fait découvrir un peu ce qu'il y a. Le guide, là, il est plutôt, il donne des explications assez simples et donc au niveau de la compréhension, tout se passe bien. Et on sent que les gens découvrent des choses et sont très contents de partager ce moment ensemble. Des randonnées pour découvrir la vie sur les étangs sont proposées tous les mardis cet été. Nous poursuivons nos balades au fil de la Brelle. Nous voici à son embouchure entre Mers et Le Tréport. Deux villes sœurs réputées pour leurs plages de galets, leur pêche, mais aussi pour un fleuron de l'industrie française, Veressence, fabricant de flacons pour l'industrie des parfums. Le bruit assourdissant, la chaleur suffocante. De ce chaudron infernal va naître un objet parfait. Les gouttes de verre surgissent, lancées dans le circuit qui les façonnera et leur donnera un nom prestigieux. Avant cela, des matières anonymes mélangées à 1400 degrés. Sable, soude, dolomite et calcin de verre s'agglomèrent. Le miracle s'accomplit. Ici, le hasard n'a pas sa place. Quand on fait des millions de pièces comme ça par an, le zéro défaut est un vrai défi, absolument. Donc ça nécessite des contrôles et des machines de plus en plus performantes qui permettent de détecter des points de détail, des défauts. Mers-les-Bains est le site historique de Veressence. Partenaire numéro 1 de l'industrie du luxe, 600 millions de flacons sortent de ces usines chaque année. Vigilance à chaque étape. Les ouvriers traquent les défauts. Ancien militaire, blessé au combat, Romain s'épanouit dans la touffeur, embauché il y a 6 mois.
Pour voir les défauts, c'est vrai qu'il faut un bon coup d'œil et réagir tout de suite dès qu'on voit un défaut, le rectifier. Moi, depuis que je suis là, je vois vraiment pas les heures passer. C'est un métier vraiment passionnant. Ouais. Lindsay n'a pas peur du travail, elle non plus. Elle a été serveuse pendant 17 ans, puis a cherché un emploi posté pour élever ses enfants. D'abord trieuse, puis conductrice. Cet univers d'hommes s'ouvre aux femmes. Trier le verre, c'est bien, mais je voulais voir un peu plus, découvrir comment on fabrique. La chaleur, c'est compliqué, surtout ces derniers jours, parce qu'il fait chaud. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Après, on s'y habitue, on va dire. Sur les lignes ce jour-là, Hermès, Prada, Dolce & Gabbana. L'entreprise garde la cadence, même l'été. On a quasiment retrouvé, voire dépassé notre niveau de production de 2018, donc d'avant la crise. Et donc on a toutes nos lignes qui tournent et on a un carnet de commandes qui est rempli pour les 12 prochains mois à minima. Forte de 800 employés à Merse, l'entreprise veut en recruter 50 de plus dans les 2 prochaines années, avec toujours le même cap, l'obsession du flacon parfait. Ce front de mer, il est juste incroyable, il est extraordinaire. On veut absolument faire prendre conscience à toutes les personnes qui sont à la fois propriétaires, mais à tous nos visiteurs, de cette beauté, de cette richesse du front de mer. Séverine Chaunet, présidente de l'association APRIM, l'association des propriétaires, résidents et intéressés par Merse-les-Bains. Merse-les-Bains est au début un village d'agriculteurs et de pêcheurs. Et petit à petit, la bourgeoisie des grandes villes souhaite s'installer et faire construire des villas sur le bord de mer. Et donc, entre 1860 et à peu près 1890-1900, Merse se construit tout le long de la Manche, comme ça. Les styles à Merse sont assez éclectiques en fait. Il y a de l'art nouveau, il y a de l'art déco, il y a même un style mauresque puisque cette villa là-bas c'est dans un style vraiment mauresque, un petit peu oriental. Donc on trouve vraiment une palette de styles à Merse absolument incroyable. Les touristes qui paraissent sur les plages de Galets sont loin de se douter qu'une menace ancienne veille au-dessus d'eux, cachée dans la falaise. Ce canon allemand est resté perché là, vétéran d'une guerre perdue, rongé par le sel. Anaïs, elle, connaît bien ce bunker oublié, terrain de jeu de son enfance. Jouer à la marelle avec des craies. Et maintenant? Je joue plus, je fais des visites. Qu'est-ce qui vous impressionne ici? L'histoire. Et surtout beaucoup de femmes ukrainiennes qui ont travaillé entre 10 à 12 heures dans des conditions très compliquées. Donc c'est vraiment cette histoire-là qui m'intéresse le plus. Derrière ces falaises blanches, la souffrance d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens prisonniers, de Français réquisitionnés pour bâtir un formidable système de défense. Il faut savoir qu'Hitler avait programmé de fortifier 3500 km depuis les côtes espagnoles jusqu'aux côtes de Norvège et les 600 km de la côte méditerranéenne. Entre Dunkerque et la pointe de Cherbourg, vous avez plus de 900 postes milliers de tirs qui ont été réalisés. Le rempart de l'Atlantique est virtuellement terminé. Pendant près de 3 ans, des milliers d'ouvriers de l'organisation TOT, remuant des masses gigantesques de terre et de pierre, ont travaillé sans relâche à sa construction. Le Kalbourg, le château chauve, c'est le nom donné à ce bastion par les Allemands. Et c'est bien un château que l'on découvre, soigneusement maçonné de briques. Quand l'hôtel de Trianon a été dynamité en juillet 1942, ils ont récupéré toutes les briques pour faire tout le haut du Kalbourg. Tout comme ces briques de l'hôtel de Trianon qui ont été retournées volontairement par une Ukrainienne pour marquer son passage. Donc là, on aura une brique de l'hôtel de Trianon et une fresque de salle de bain de l'hôtel de Trianon. Entamé en 1942, les travaux étaient toujours en cours quand la ville a été libérée en septembre 1944. Les Allemands partis, le Kalbourg est devenu un objet de curiosité, puis il a été fermé. L'association Le Mur de la Manche l'a réveillé, mais pas au point de déranger ses nouveaux occupants.